Salut les cornets, moi c'est Justine. Et moi c'est Christine. Et vous écoutez Crime glacé. Bonjour tout le monde! Hello! Comment ça va, Cri? Ça va super bien, toi? Oui, ça va full bien. J'étais en train de faire un casse-tête avec mon chum, juste avant d'enregistrer. Petite soirée cute, fait que... Oui, c'est cute! Je me sens bien relaxée et prête à écouter une histoire terrible. Oh mon Dieu, oui. Me semble que je voulais dire quelque chose. Ça va peut-être venir, c'est pas grave. Mais ouais, j'espère que vous allez bien, tout le monde. J'espère que vous êtes prêts pour mon épisode d'aujourd'hui. Puis j'espère que moi aussi, je suis prête à vous le raconter. Parce que je fais l'épisode du teaser de v'là 7 semaines, genre. Impossible! Je vous le dis. Les apparences parfois trompeuses, là, c'est aujourd'hui que ça se passe. On dirait que je vais pas y croire avant de l'entendre au complet. Tant qu'on finit pas l'épisode, tout peut arriver. Mais avant de te raconter mon histoire et de vous raconter mon histoire, on a un petit shout-out à faire. Ah oui! C'est rendu notre petite tradition à chaque début d'épisode de faire des shout-outs. Oui, vraiment. Ouais, mais c'est trop cool parce qu'il y en a full le monde qui aime ça puis qui nous en demande puis c'est bien trippant. Oui, puis là, on en fait un par épisode pour pas s'éterniser. Fait que vous pouvez continuer à nous écrire, mais tu sais, on est rendu loin, là. Comme on est rendu, je pense, à l'épisode 34, là, à l'heure où qu'on se parle. Fait que, ouais, de shout-out. À vitesse que ça va, au rythme que ça va, on va en avoir jusqu'à l'an prochain. Oui. Puis, non, je viens de me rappeler ce que je voulais vous dire, en fait. Tu vas être d'accord, là, j'imagine qu'on pourrait en reparler. Ça fait quelques épisodes qu'on ne parle plus vraiment du Patreon. Ceux qui nous suivent sur Instagram, sûrement que vous voyez des petites stories passer. Mais sinon, ça fait un petit bout qu'on ne l'a pas mentionné, puis on avait dit que c'était cet été. Et je vous confirme que ça s'en vient très bientôt. Ouais, genre très, très bientôt. On n'a pas encore de date, mais... Non. Je te dirais, là, début juillet. Juillet, la saison de la crème glacée. Attachez vos tucs. Ça va partir. C'était la pire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Ça veut complètement rien dire. Tout fait pas. Mais oui, on se part là-dedans, là, petit à petit, puis ça va venir, vous allez voir. Oui, merci pour vos suggestions en stories. Là, j'avais demandé ce que vous voudriez avoir sur notre Patreon, puis la plupart de vos idées, on va les faire, inquiétez-vous pas. Oui. Notez à vos agendas, début juillet, ça part. Ok, oui. Donc, je fais le petit shout-out. J'arrête de m'éterniser sur 10 000 affaires. Donc, le shout-out, c'est Alexis qui veut faire un shout-out à sa blonde Romane. Salut, Romane! Salut, Romane! J'adore ce nom. J'adore le nom Romane. Oui, tellement. Puis, c'est ça, c'est elle qui a fait découvrir le monde du true crime à Alexis. Fait que merci à vous deux d'écouter notre podcast. Puis, c'est ça. Coucou, Romane! On vous aime! Coucou, Romane! Oui. Coucou, Alexis! Oui. Et puis là, je vais me lancer dès maintenant dans ma saveur du jour. Yes, sir, madame. Ma saveur aujourd'hui, c'est une crème glacée à la vanille twist, là, un peu... C'est vraiment, là, genre, à la façon Dairy Queen, là, genre, c'est satisfaisant, là. C'est genre des beaux ronds, puis une petite twist, puis ça finit en petit pic, puis genre un full de beaux cornets, puis comme elle a l'air excellente, genre parfaite. On a, tu sais, la crème glacée parfaite que t'imagines sur une affiche d'une crèmerie, là, de casse-croûte, genre. Je vois. Sauf que quand tu la manges, finalement, ça goûte la goddamn de merde. Non! Puis c'était pas du tout ce que tu t'attendais. Les apparences étaient trompeuses. C'était genre un cornet de crème sûre, là. Ah ouais, genre dégueulasse, là. Crème sûre passée date, là. Tout, finalement, était que de la merde. Zut, OK. Donc, c'est ça ma saveur aujourd'hui et ça va fitter un peu avec le cas que je vais te raconter. Sûrement que tu le connais, en fait. C'est quand même un cas
proche de nous, puis un cas que quelques abonnés, en tout cas, j'ai vu des gens nous conseiller de le faire récemment. Ah ouais? Ouais, parce qu'il est sorti un film documentaire sur Netflix il y a de cela pas très longtemps, puis dès que j'ai vu qu'il apparaissait, ça m'a rappelé cette histoire que j'avais entendue il y a un bon moment. Je te parle du cas de Jennifer Pan. Oh! Oui, je connais cette histoire. Ouais. Ça, c'est quelque chose. C'est une histoire qui me chouquette parce que moi, quand c'est des jeunes, là... En tout cas, je vais rien dire pour pas dévoiler aux gens qui connaissent pas l'histoire, mais c'est ça. Je vous parle de Jennifer Pan. Donc, je vais y aller tout de suite. Jennifer Pan est née le 17 juin 1986 à Scarborough, en Ontario, donc au Canada. Si vous l'avez pas en tête, c'est vraiment très proche du Québec, donc de où est-ce qu'on vit nous autres. Ouais. Fait que c'est quand même quelque chose qui est arrivé vraiment proche, là. Vraiment proche. Genre, on aurait pu comme la connaître ou aller à l'école avec elle, ou en tout cas. Ça se peut qu'il y en ait d'entre vous, d'ailleurs, qui savent c'est qui. Jennifer est née de deux parents immigrants. Son père, Anh Pan, il est arrivé au Canada à l'âge de 26 ans comme réfugié politique du Vietnam. Et sa mère, elle, s'appelle Bic Pan, puis elle est chinoise, en fait. Elle vient de la Chine. Les deux parents de Jennifer, ils travaillent ensemble. Ils ont comme une compagnie qui s'appelle Magna International. C'est comme une compagnie de pièces de voitures. Mais tu sais, c'est pas... Ils sont pas genre... ils vivent pas dans la grande richesse et tout le tralala, là. Tu sais, c'est vraiment comme une famille dans la classe moyenne. Comme, ils font bien leur argent, mais pas trop, puis c'est ça. Ils vivent bien. Puis les parents de Jennifer, en fait, même si ça fait quand même un bon moment qu'ils sont arrivés au Canada, puis qu'ils habitent en Ontario, tu sais, ils devraient comme pas mal parler anglais là-bas, là. Mais, voyons, ils ont comme jamais vraiment bien intégré la langue, puis ils parlent encore vraiment souvent en vietnamien ou en cantonais à la maison. Fait que Jennifer est vraiment habituée de parler vietnamien et cantonais à la maison. OK. Par contre, tu sais, ils voulaient pas que ça nuise à leur enfant, eux autres, tu sais, qui aient pas de problème, tout ça. Fait que ils ont comme voulu déjà commencer, en fait, par donner le nom de Jennifer parce qu'ils voulaient qu'elle s'imprègne mieux de la culture canadienne en trouvant comme un nom qui correspond plus aux gens qui vont être autour d'elle à l'école. Puis ils ont fait la même affaire après, 2 ans plus tard, après avoir eu Jennifer, ils ont eu un petit garçon, puis ils l'ont appelé Félix. Fait qu'ils voulaient comme juste vraiment qu'il se fonde dans le décor. Puis c'est ça, la famille Pan, c'est vraiment une famille, tu sais, qui ont gardé leur culture asiatique. Puis je veux vraiment pas faire de généralisation ou quoi que ce soit, mais ils ont comme un mode de vie un peu typique, là, que tu pourrais t'imaginer que les familles ont. Tu sais, mettons, les parents à Jennifer sont vraiment stricts avec elle, puis ils mettent vraiment l'accent sur... Ils veulent que leur enfant performe à l'école, donc beaucoup de pression, tout ça. Ils sont un peu froids. Tu sais, dans le fond, ils ont pas comme une manière de montrer leur amour comme... Je sais pas comment l'expliquer, là, mais... Ben, la culture asiatique, c'est vraiment différent oui. en Amérique. Puis aussi, les enfants d'immigrants de première génération, ils ont souvent la pression de réussir à l'école parce que souvent, leurs parents, ils ont immigré justement pour avoir une meilleure vie. Fait qu'ils espèrent que leurs enfants soient, genre, médecins, avocats. Tu sais, c'est quand même des choses qu'on entend souvent, là. Fait que c'est pas la première fois qu'on entend qu'un enfant d'immigrants de première génération, il y a de la pression à réussir, là. T'as vraiment bien expliqué ça. J'arrivais pas à mettre les mots. Je comprends. Mais bref, fait que c'est ça, c'est vraiment une famille encore typique asiatique qui vont justement exercer beaucoup de pression sur leurs enfants pour qu'ils réussissent, comme tu disais. Fait que le père, en fait, de Jennifer, Anh, il est vraiment, tu sais, c'est un père très sévère, il est super strict, il est froid, il est distant, tu sais, il montre pas vraiment son amour de façon affectueuse du tout. Puis sa mère, qui est Bic, quant à elle, est sévère aussi, elle est très sérieuse comme femme, tu sais, elle va quand même exiger les mêmes choses que son mari, mais elle va avoir un petit peu plus du côté émotionnel que son père. Fait que
ça va être avec elle un peu que, tu sais, il y a plus de chaleur, de chaleur de maman, puis de démonstration, d'amour. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, c'est ça. Ils sont pas très chaleureux et full démonstratifs, mais leur façon d'éduquer leurs enfants, c'est quand même de leur inculquer des très bonnes valeurs, comme l'honnêteté, le respect, l'obéissance et le travail. En fait, c'est important pour eux que leurs enfants, ils travaillent fort pour gagner leur vie. Fac, en gros, comme le but de ses parents, surtout de son père, c'est que Jennifer, elle soit comme le meilleur qu'elle pourrait être dans toutes les sphères de sa vie. Il veut qu'elle excelle partout, puis même qu'on peut dire qu'il cherche un peu la perfection. En tout cas, c'est ce qu'elle va expliquer après, comme si il voulait qu'elle soit un enfant parfaite. T'sais. Puis ça, justement, ça va quand même commencer assez jeune, puis c'est ça que je vais vous expliquer sous peu. Pour Anne, c'était vraiment important que lui, il paye une éducation hors pair comme à ses enfants. Fait qu'il travaillait comme vraiment plus que pas assez pour justement être capable de comme leur payer toute leur éducation complète. Tu sais, c'était vraiment des parents qui disaient comme tu vas rester à la maison jusqu'à temps que tu t'aies gradué de l'université puis que tu aies un emploi stable puis tout ça. Tu sais, ils veulent subvenir aux besoins de leur famille. Mais ils se donnent pas de câlins, ils se disent pas qu'ils s'aiment, ils se regardent quasiment pas, là, mais par contre, ils vont tout faire ça. Fait qu'on voit un peu le genre, là. Je pense que c'est comme une autre sorte d'amour, là, qui est peut-être pas ce que tout le monde a besoin, mais qui tu sais, c'est super, là, que tes parents payent toute ton éducation puis t'ailles pas de loyer à payer, rien, jusqu'à temps que tu finisses, tu sais, mais... Non, c'est sûr. C'est une grande aide, mais c'est peut-être comme la manière que lui l'approchait, c'était vraiment extrême, là. Puis, tu sais, je vais vous en parler, genre, tout au long de l'épisode, mais c'est quand même assez extrême, là, ce qu'ils font comme à leurs enfants, malheureusement. Fait que, c'est ça, tu sais, lui, il va justement travailler comme des gros 16 heures par jour, il va faire des doubles chiffres des fois, juste pour comme assurer d'avoir assez d'argent pour payer tout ça. Fait que ça va faire qu'il est comme pas très présent à la maison, tu sais. Puis sinon, tu sais, à part pour l'éducation, ben, ils mettent vraiment... C'est pas juste, genre, l'éducation qu'ils veulent qu'elle soit, genre, parfaite et qu'elle excelle dans tout, c'est aussi comme dans les sports, dans ses passions... Tu sais, ils vont vraiment lui faire tout faire dès son jeune âge. Fait que quand elle va être très, très, très jeune, comme maternelle, elle va commencer à faire du piano et du patinage artistique. Puis, elle va être ultra bonne dans les deux, là. Elle va genre vraiment, vraiment réussir ces deux sphères-là de sa vie. Mais tu sais, elle est en maternelle. Puis elle, à tous les jours, elle rentre de l'école primaire, faut qu'elle aille faire son cours de piano pas longtemps, puis qu'elle aille à sa pratique de patinage artistique, comme à tous les jours. Ouais, c'est exigeant comme mode de vie, là. C'est ça. Puis, tu sais, elle revient de sa pratique de patinage artistique, elle a sûrement des devoirs, là. Faut qu'elle apprenne à lire, faut qu'elle, tu sais, comme un enfant. Là. Fait que c'est quand même déjà très, très gros pour un élève autant jeune, là. Puis, mais Jennifer, elle va être super bonne, elle va exceller comme dans toutes ses sphères, comme autant à l'école qu'au patinage qu'au piano. Fait qu'elle va gagner des médailles, elle va gagner des prix, elle va vraiment comme... On dirait qu'elle sent déjà qu'elle doit tout faire pour rendre son père fier d'elle, tu sais. Puis c'est justement en lui apportant des bulletins de comme 100% ou des médailles de patinage artistique qu'elle va réussir à comme se faire voir par ses parents, mettons, selon elle. Fait que c'est ça. À l'école, ça va être la même affaire. Elle va être méga bonne. Comme après la grosse tragédie, genre 20 ans plus tard, comme les profs sont encore capables de se souvenir de c'était qui Jennifer. Tellement c'était comme la bolée de la classe dans toutes les matières, à toutes les années. Tu sais, c'était comme la fille qui avait tout le temps 100%, puis comme dès qu'elle avait un 99%, elle disait, elle allait voir le professeur, puis elle était comme c'est quoi mon erreur, j'aimerais ça la comprendre, puis comme c'est vraiment, vraiment important, elle est déçue, là, tu sais. Fait que c'est quand même une énorme pression de performance, comme dans un très jeune âge. Mais c'est ça. Tu sais, les profs aussi, ils vont dire que, justement, Jennifer était tellement comme une élève sérieuse. Elle jouait pas avec des amis. Tu sais, elle avait pas d'amis, en fait. Elle jouait jamais. Elle était tout le temps comme en train de lire à la bibliothèque ou genre assise toute seule dehors. Elle avait pas l'air d'avoir de fun. Elle était pas très expressive. Elle avait comme pas l'air d'avoir
de grande joie de vivre. Là. C'est ça que les gens disaient d'elle quand ils se rappellent. On pouvait dire d'elle aussi qu'au primaire, là, encore au primaire, elle avait comme l'intelligence d'une fille de 15 ans. My God, OK, c'est genre une surdouée. Ouais, une surdouée. Là, ça avait comme pas de bon sens. Là. Mais c'est ça. Elle était super bonne à l'école, mais elle avait genre aucune relation sociale. T'sais, elle avait pas d'amis, elle avait pas de chum. Elle a jamais eu genre une meilleure amie là, qui est tout le temps avec. Elle allait pas comme dans des petits parties de fête, des petits sleepovers chez du monde, genre jamais. Quand elle a commencé à grandir, puis qu'elle est rentrée au secondaire, là, ses parents, ils contrôlaient un peu plus encore, comme ils ont comme encore plus resserré la vis sur comment était Jennifer, parce que quand tu vieillis, puis là, t'es rendu une jeune ado, ben là, tu veux t'habiller d'une certaine façon, c'est rendu toi qui décide un peu. Fait que ses parents, comme, ils l'empêchaient de s'habiller avec des vêtements comme trop moulants. Ils voulaient tout le temps qu'elle soit comme en gros vêtements, là, gros coton watté, tout ça, pour pas qu'elle ait l'air sexy. Ils voulaient vraiment pas non plus qu'elle se maquille jamais. Tu sais, elle avait des problèmes d'acné, ça la complexait, puis comme elle pouvait pas se maquiller pour aller à l'école. Ouais. Je trouve ça triste. Ouais, c'est vraiment triste. Puis même affaire pour ses cheveux, tu sais, il fallait tout le temps qu'elle ait une queue de cheval, jamais les cheveux détachés. Tu sais, elle pouvait vraiment juste pas faire ce qu'elle voulait, là. Tout ce qui était important, c'est qu'elle ait l'air comme de ce que ses parents voulaient, puis qu'elle aille à l'école, puis qu'elle excelle, tu sais. Ouais, en plus, à l'adolescence, c'est là qu'il faut que tu expérimentes puis que tu essayes, genre, le gros eyeliner, ou genre, tu te teins les cheveux, tu te fais tu fais des boucles d'oreilles, tu t'habilles vraiment mal, mais au moins, tu as essayé, puis tu t'es comme trouvé un style. Là. Sinon, ça va comme exploser à un moment donné. Exactement. Fait que c'est ça. C'est comme tu es en train de dire, ben ça va pas réussir très très longtemps là. Tu vois qu'il y a justement là une jeune ado, elle commence à trouver ça plate là, de se faire tout dire de même par ses parents, puis elle a tellement de pression depuis longtemps, depuis des années, depuis toujours en fait. Ça va pas nécessairement durer, tu sais. Ouais. Et là, je t'amène à la journée qui va tout faire changer le cours En fait, qui va faire changer la vie de Jennifer et de toute sa famille. C'était le lundi 8 novembre 2010. C'était une petite journée normale. Il y avait rien à signaler. Jennifer était à la maison, à chiller, genre. Puis Bic, sa mère, était partie faire des commissions toute l'après-midi. Anne, lui, travaillait encore. Elle a quel âge, là? À ce moment-là, je pense qu'elle a 22 ans. OK. Non, à ce moment-là, elle a 24 ans, excuse. OK. Fait que c'est ça. Tu sais, elle a chill à la maison, sa mère est partie faire des commissions, son père travaille, puis Félix, son frère, lui, il habite plus à la maison depuis peu, là. En fait, il est au collège, ou non, il est à l'université, excuse, puis il habite sur le campus. À un moment donné, c'est ça. Bic, elle revient de ses commissions, tout bonnement. Anne, il revient de travailler. Jennifer, elle sort de sa chambre, tout ça. Puis là, tu sais, la mère et la fille vont manger ensemble autour de la table, comme à tous les soirs, pendant que le père, lui, il mange dans son bureau toute seule en regardant les nouvelles. C'était vraiment genre ça, leur rituel. Comme ils mangeaient jamais avec Anne. Fait que c'est ça. Tout se passe... comme si de rien n'était. Après le souper, sa mère, elle va se rendre à son cours de danse en ligne. Qu'elle fait cette soirée-là, I guess, à tous les lundis, je sais pas. Trop cute! Ouais, vraiment. Et pendant ce temps-là, Jennifer avait invité un ami. Puis là, on a quand même sauté un bond là, dans le temps. Là. Je vais tout revenir là-dessus plus tard. Là. Mais là, on est rendu comme Jennifer du futur. Donc, Jennifer, 24 ans. Mais la dernière fois que je sais que je viens de vous parler de genre début secondaire, là. J'ai fait un petit bond, elle est rendue à 24 ans, puis je vais revenir après ça sur tout ce qui s'est passé comme les années avant la fameuse journée. T'sais. OK. Fait que Jennifer a un ami, surprise, il s'appelle Adrien. Elle va l'inviter chez elle pour écouter Gossip Girl et How I Met Your Mother. Genre, elle écoute cette série-là avec son ami. Et puis là, un moment donné, Adrien, il va juste s'en aller. Tu sais, une soirée full normale. Mm-hmm. Puis pendant ce temps-là, quand Adrien il s'en va, Jennifer, elle va juste comme continuer à aller écouter ses émissions, mais dans sa chambre. Fait qu'elle va être dans sa chambre au 2e étage. Puis là, vers 21h30,
elle entend sa mère qui revient de son cours de danse en ligne. Donc, elle l'entend rentrer. Puis, peu de temps après, toujours comme au rez-de-chaussée, là, elle a fait juste entendre ça à distance, elle va entendre plein de cris, plein de bruit en bas, comme s'il y avait plein de monde qui était rentré dans sa maison. Puis elle va entendre son père hurler, puis dire comme « Jennifer, descend, nanana ». Il va l'appeler, en fait, puis c'est le gros vacarme en bas. Puis là, elle comprend pas qu'est-ce qui se passe. Mais c'est ça. Son père, il va comme parler à Jennifer, puis il va lui dire de descendre en anglais. Puis d'habitude, il parle jamais comme en anglais, là, quand c'est casual. Il va vraiment juste parler dans sa langue. Mais là, comme, elle comprend tout de suite que, genre, il y a de quoi qui marche pas, là. Ouais, c'est grave s'il parle en anglais. Ouais. Fait que là, elle va éteindre sa télé, sa série, puis elle va comme pas tout de suite, genre, sortir de son lit parce qu'elle veut comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait que là, elle ferme tout le bruit qu'il y a dans sa chambre, puis elle écoute qu'est-ce qui se passe. Elle entend des voix qu'elle connaît pas. Elle entend ses parents crier. Elle a quand même peur. Elle sait pas trop si elle devrait descendre en bas. Elle est comme pas sûre. Mais finalement, elle va juste comme se décider. Elle va prendre tout son courage à deux mains et elle va sortir de son lit, puis elle va sortir de sa chambre. Puis quand elle va ouvrir la porte de sa chambre pour sortir, elle va tomber face à face avec un homme au 2e étage, là, toujours dans le corridor. Puis c'est un homme inconnu qui marche vers elle. Puis là, Jennifer, plus tard, quand on va tout comprendre qu'est-ce qui se passe, elle va comme le décrire, elle va l'appeler l'homme numéro 1, en fait. Number 1. C'est comme ça qu'elle le décrit. Fait que, comment qu'elle va le décrire, cet homme-là, c'est un homme noir avec des dreads. Il y aurait comme entre 28 et 33 ans. Dans ce qu'elle dit. Il fait à peu près 1m70. Il portait des vêtements noirs, des gants en cuir noir aussi. Puis il y avait un accent canadien. Puis c'est ça, elle décrit son visage comme un visage assez corpulent, tu sais, comme une bonne mâchoire. Puis elle dit comme juste dans son attitude, ça avait l'air d'être lui le leader, genre, de la gang. Ensuite, elle sort de sa chambre, ça c'est comment qu'elle l'a décrit. Le number 1, il est comme en train de marcher vers elle, puis il y a une corde dans sa main. Il va tout de suite prendre Jennifer, puis il va y attacher les 2 mains dans le dos. Il va lui dire « Bouge pas, faut que tu restes là. Je tiens un fusil dans mon dos, puis si tu bouges, genre, j'aurais pas peur de m'en servir, comme, mais si tu restes là, tout va bien aller pour toi. » Il est juste comme, reste calme. Puis là, l'homme, il va continuer à lui parler, puis il va lui dire, genre, tout ce que je veux, moi, c'est de l'argent. Genre, est-ce que tu sais où est-ce que je peux, genre, avoir de l'argent? Jennifer, elle va dire qu'elle a comme de l'argent dans sa chambre qu'elle gardait pour s'acheter un nouveau téléphone, fait qu'elle pourrait aller y donner. Puis là, au même moment, il y a un 2e homme qui arrive. On va l'appeler Number 2. C'est comme ça qu'elle le décrivait aussi. Puis lui, elle va le décrire comme un homme avec un visage long et ovale. Il portait un hoodie noir. Il avait un bandana dans le visage. Puis il parlait pas du tout. Il faisait juste comme écouter tout ce que Number 1 il lui disait de faire. OK. Fait que là, bref, les 2 hommes, ils prennent l'argent que Jennifer leur donne. Ensuite, ils amènent Jennifer dans la chambre de ses parents. Puis ils vont dire comme, est-ce que tu sais c'est où que tes parents, ils cachent leur argent? Puis là, Jennifer, elle va dire qu'elle a aucune idée. Pendant qu'elle est comme encore attachée dans le cadre de porte, genre, eux autres, ils commencent à fouiller la chambre, à tout prendre, genre, ce qui... Tu sais, il y avait comme juste quelques sous qui traînaient sur la table de chevet. Mais ils essayent un peu de fouiller dans la chambre, genre. Ouais. Ensuite, les 2 hommes, ils vont emmener Jennifer au 1er étage, donc au même étage que ses parents, puis ils vont lui demander de s'agenouiller par terre. Puis là, à ce moment-là, c'est là que Jennifer va entendre qu'il y a un 3e homme, genre Number 3. Et lui, elle est pas capable de le voir, elle fait juste l'entendre. Elle le voit pas du tout dans l'angle où qu'elle est. Il est comme avec ses parents en ce moment. Puis elle fait juste le décrire comme ayant un accent genre provenant des Caraïbes. Genre, elle dit que... On sait pas exactement, là, mais tu sais, il venait comme un peu Amérique centrale-ish, là. OK. Donc, les 3 hommes vont demander à la mère à Jennifer, donc à Bic, c'est où qu'elle tient son argent. Ils vont demander au père la même affaire. Puis la mère... Bic, elle a vraiment de la misère à parler en anglais, puis surtout de même, là, parce que là, elle est tellement stressée, tu sais, elle se fait comme
gérée par 3 hommes chez eux. Elle comprend rien de ce qui se passe. Fait que tout ce qu'elle fait, c'est genre crier « purse, purse ». Genre, elle essaie de dire comme qu'il y en a dans sa sacoche, mais elle est pas capable de parler. Puis elle est pas capable de s'exprimer, tu sais. Puis Anne, lui, il va essayer d'expliquer aussi qu'il y en a, mais qui est au 2e étage. En tout cas, c'est comme vraiment flou. Fait qu'ils vont encore une fois ramener Jennifer au 2e étage, comme ils l'amènent dans tous leurs mouvements, puis ils vont aller comme essayer de refouiller au 2e étage pour trouver l'argent. À ce moment-là, pendant que les 2 hommes sont avec Jennifer en haut, puis que le 3e il est toujours en bas avec les parents, Jennifer va entendre du 2e étage des coups de feu, ce qui lui semble être des coups de feu. Elle va comprendre que y a quelqu'un qui a probablement tiré sur ses parents en bas. Genre le 3e homme, il a probablement tiré ses parents. Fait que là, bref, le 3e homme, il part, I guess, il quitte la maison. Puis les 2 hommes en haut, ils vont attacher Jennifer après la rampe d'escalier. Fait qu'elle est déjà comme attachée les 2 poignets dans son dos, mais là, ils vont attacher son bras sur la rampe d'escalier et ils vont quitter. À ce moment-là, Jennifer, à partir du 2e étage et accrochée à la rampe d'escalier, elle va prendre son téléphone qui était dans sa poche, puis elle va composer le 911. Puis on a accès à l'appel téléphonique là, du 911. Ah là, fait ouais! On entend vraiment tout comme ce que Jennifer a dit, ce que la répartitrice elle lui répond. Puis même que justement, à un moment donné, on va entendre son père qui crie comme au loin. Genre, on entend son père. Jennifer, elle commence par dire, tu sais, puis elle parle, puis là, elle est inquiète, elle est apeurée, elle panique. Elle va dire qu'elle est attachée dans sa maison, qu'il y a des inconnus qui sont rentrés, qu'elle sait qu'ils sont 3 hommes qui sont venus pour voler de l'argent. Puis elle dit, là, en ce moment, mes parents sont en bas, je suis pas avec eux. Mais j'ai entendu des coups de feu. En tout cas, je pense que c'est des coups de feu. Ça faisait pop. Genre, c'est ça qu'elle va dire. Clairement, c'est ce qui s'est passé. My God. Puis, pendant qu'elle va parler, justement, on entend son père, au loin, qui crie le nom de Jennifer, genre, qui lui crie de venir. Puis là, Jennifer, c'est comme bizarre. Déjà là, on est comme... Mettons, en écoutant l'appel, là, moi, déjà là, j'avais comme le plus gros doute du Québec, là. Mais elle répond même pas à son père. Elle fait juste dire à la répartitrice « Ouais, j'entends mon père me crier d'en bas, nanana, mais ma mère, je l'entends pas. » Mais elle répond pas. Tu sais, elle lâche même pas le téléphone 2 secondes pour faire genre « Papa! » Tu sais, je sais pas, là. Ouais. Mais semble le réflexe normal, ce serait de faire genre « Papa, genre, ça va-tu? Comme, qu'est-ce qui se passe? » Nanana. C'est ça, genre, j'appelle le 911, genre. Oui, mais elle a fait juste d'écrire à la répartitrice. Genre, j'entends mon père, il m'appelle, mais... Puis là, il est comme, t'entends-tu ta mère? Puis elle est genre, non, j'entends pas ma mère. Mais, en tout cas, whatever. C'est vraiment louche, déjà, je trouve. C'est vrai. Fait que là, bref, l'appel, ça ressemble à ça pas mal. Puis la police, les ambulances, tout ça, tout le monde va se pointer quand même assez rapidement pour se rendre à la résidence de la famille Pan. Puis quand les ambulanciers vont arriver, ils vont voir que le père de Jennifer, il est à l'extérieur de la maison, recouvert de sang, mais il est encore en vie. Encore là, c'est quand même louche, parce que pourquoi son père serait rendu dehors s'il sait que sa fille est en dedans quelque part, tu sais? Ouais, c'est... Fait qu'il y a de quoi qui se passe, là. On voit qu'il y a de quoi d'anormal. Bref, ils vont commencer par voir Anne, qui est complètement ensanglantée à l'avant de la maison, puis ensuite, ils vont entendre comme Jennifer crier à l'intérieur. Fait qu'il y a des ambulanciers qui vont se rendre à l'intérieur. Il y en a qui vont aller justement se rendre à Jennifer directement pour la détacher au 2e étage. Puis, en faisant le tour de la maison, ils vont trouver Bic, donc la mère de Jennifer, couchée sur le sol dans son petit pyjama de Winnie the Pooh. Non. La petite maman, dans son pyjama de Winnie the Pooh, la face contre le sol, puis elle baigne dans une mare de sang. Elle est décédée, malheureusement, sur le coup, par les coups de fusil. Je me rappelais pas que sa mère était morte. Ouais. Sauf que, c'est ça, ils rentrent dans la maison, puis les policiers, ce qu'ils remarquent en premier, puis ils vont le dire comme plus tard, c'est que la maison est pas tellement en bordel pour un cambriolage. Genre, normalement, des gens qui broke in dans une maison pour voler de l'argent ou voler des biens, comme ils mettent un peu le bordel, ils cherchent des choses, tu sais, les objets de valeur sont généralement plus là, ou en tout cas, tu sais, ça ressemble pas à ce que c'est.
Ouais, puis s'il était attaché, il y aurait... D'habitude, les cambrioleurs, c'est pas des tueurs. Comme s'ils ont réussi à les ligoter, puis il y a pas eu de problème, ils vont pas leur tirer dessus, tu sais. Fait que c'est bizarre. Ouais, il y a beaucoup de petites cloches qui se sonnent, là. Ouais. Tu sais, normalement, des cambrioleurs, ils vont comme justement s'assurer que la maison est vide avant de passer. Ils vont s'assurer là, qu'ils ont quelque chose à voler, tu sais, ils vont le savoir. Puis c'est ça, là, leur but n'est pas de se faire prendre, c'est pas de tuer des gens, en tout cas. C'est assez louche, tout ça. Ils vont comme gérer la crise un peu de panique de Jennifer qui est au 2e étage, puis ils vont amener Anne directement à l'hôpital parce qu'il est tellement ensanglanté qu'ils craignent pour sa vie là, à ce moment-là. Ils savent pas là, s'il va survivre. On a Bick qui est malheureusement décédé sur le coup. Anne qui est dans un état critique. Dès qu'ils vont l'apporter à l'hôpital, ils vont le plonger dans un coma artificiel pour essayer de mettre plus de chances de son bord de survivre. Puis Jennifer, pour sa part, ils vont l'amener directement au poste de police. Puis c'est quand même... Tu sais, mettons là qu'on n'a pas de doute sur rien puis qu'on se dit genre que ce drame-là est vraiment arrivé, c'est des cambrioleurs, tout ça. Pourquoi il aurait emmené Jennifer, genre, directement au poste de police? Genre, pourquoi elle est pas à l'hôpital, elle aussi, parce qu'elle est en panique? Pourquoi elle est pas avec son père? Ouais, même s'ils n'ont pas de blessures par balle, d'habitude, ils sont amenés à l'hôpital pareil, me semble, juste pour vérifier si tout est beau, état de choc, whatever. Ben, j'imagine qu'ils ont eu une raison de croire qu'elle savait quelque chose parce que c'était la seule qui était intacte. Fait qu'ils ont voulu l'amener comme le plus rapidement possible au poste de police pour l'interroger, puis comme être capable justement d'y poser genre les bonnes questions qu'ils veulent lui poser et que ce soit encore frais dans sa mémoire, là, tu sais, vu qu'elle vient de tout vivre les événements. Fait que c'était comme, tu sais, vu que le père il est dans le coma, c'est comme un peu leur seule chance là, d'avoir des informations. Fait que ça fait seulement 4 heures que l'incident est arrivé. Il est rendu 2h45 du matin, puis Jennifer est dans la salle d'interrogatoire, prête à se faire interroger. Fait que Jennifer, pour l'instant, est comme traitée comme une victime quand même. Là. Ils vont pas arriver puis l'attaquer à coups de « qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que t'as fait ». T'es-tu en lien avec ça? Genre 0 puis une barre. Ils vont comme vraiment la traiter comme une victime au début. Tu sais, il va y avoir comme une intervenante qui va être là dans la salle aussi pour pas qu'elle soit comme tout seule. Ils vont y amener des mouchoirs, tu sais, d'un verre d'eau, tout ça. Tu sais, ils veulent lui poser des questions, mais ils la traitent comme une victime au début, là. Puis là, ils vont comme sortir la Bible. Puis ils vont lui dire de mettre sa main sur la Bible et de jurer de dire toute la vérité dans cet interrogatoire. Je sais pas s'ils font ça tout le temps. J'ai comme l'impression qu'ils faisaient peut-être plus ça avant, là. Ah ouais, je sais pas, là. Puis on a aussi accès comme à toutes les vidéos, là, tape de l'interrogatoire, là, fait que... J'ai pas vu ça. Je me rappelle que j'avais vu ça, là, ça fait quand même plusieurs années. J'avais vu ça, genre, sur Facebook, là, quand je scrollais des vidéos, puis à un moment donné, j'étais tombée, genre, sur l'interrogatoire complet, divisé en plein de parties, là, un peu comme sur TikTok, genre. ouais. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Puis tu vois que quand elle met sa main sur la Bible, dès le début, elle brise un peu. Genre, elle se met à pleurer, puis c'est comme ça qui la déstabilise. Genre, elle se met à comme paniquer. Puis là, tu vois que son comportement, il change un peu. Puis en tout cas, tu commences à voir des petits signes de comme, voyons, ça la stresse de comme dire la vérité ou en tout cas. Elle a de quoi cacher, on dirait. Ouais, c'est ça. Fait que bref, ils vont commencer les questions. Ils vont y annoncer, tu sais, malheureusement que sa mère est décédée. Puis que son père est dans un coma artificiel. Puis Jennifer, elle va se mettre à pleurer de plus belle, là, genre elle pleure, elle est plus capable de s'arrêter. Fait qu'ils vont comme y passer des mouchoirs, tout ça. Puis le détective qui était comme en charge, il va dire plus tard que il a pris genre les mouchoirs de Jennifer après sa genre de panique, puis les mouchoirs étaient pas mouillés du tout, là. Elle faisait plein de sons, elle faisait comme si elle s'essuyait les yeux, mais c'était sec, là. Il y avait pas de larmes. J'imagine que vous comprenez déjà un peu où est-ce que ça s'en va, là, mais Jennifer n'est pas toute rose du tout, là. Ça commence à nous sonner des cloches, des petits red flags, là. Ben oui, comme tout le monde réagit différemment, là, ça se peut que tu pleures pas si t'apprends que tes parents sont morts, mais de faire à semblant de pleurer, ça, c'est hyper louche. C'est ça qui est bizarre, ouais. Donc, le détective qui était en charge de l'interrogatoire s'appelle détective Slade, je sais pas comment le prononcer.
Puis, ils vont commencer par dire à Jennifer, en fait, genre, raconte-nous ta version de l'histoire. Tu sais, de A à Z, tout ce que tu te rappelles. Fait que là, Jennifer va tout raconter, elle va comme tout dire, bref, ce qui sort de sa bouche. Et direct, quand elle a fini de raconter son histoire, le détective va dire... Parfait. Maintenant, j'aimerais ça que tu me la racontes une deuxième fois. Puis, tu sais, ça, on l'a entendu souvent, là, ce petit truc-là, là, mais les détectives, ils font ça pour, justement, essayer de trouver comme des failles dans l'histoire ou de trouver comme des détails. Des fois, c'est juste aussi qu'il y a plus de détails qui te reviennent quand tu le racontes une deuxième fois. Mais c'est des fois pour essayer de piéger la personne pour qu'elle se trompe dans des détails quand même assez importants puis qu'eux autres, ils vérifient comme... si sa version, elle avait du sens ou pas. Mm-hmm. Et puis, en effet, en faisant ça, ils ont réalisé que les deux versions qu'elle a racontées back-à-back, il y avait quand même beaucoup de différences importantes entre les deux histoires. Genre, mettons, des détails, genre vraiment comme pas tant importants, que tu pourrais trouver banal, mais que tu te dis, c'est bizarre qu'elle ait comme... pas dit la bonne affaire. Par exemple, dans la première version, quand elle raconte l'histoire, elle va dire que sa mère est arrivée à 21h30. Elle l'a entendu arriver à partir de sa chambre. Puis la deuxième fois qu'elle raconte, elle va dire « Ma mère est arrivée, puis je suis allée la voir pour la saluer. Mais tu sais, pourquoi tu rajouterais que t'es descendu voir ta mère? L'autre d'avant, t'es pas descendu. Après ça, elle va dire, comme dans la première version, que Number One, le premier homme, quand il s'approche d'elle, il y a une corde dans la main. Puis là, dans la deuxième version, on va dire qu'il y a un fusil dans la main. Ben, c'est là, tu sais, je sais l'histoire et tout, là, mais c'est louche, là, mais moi, je suis sûre que si on m'interrogeait, là, je mélangerais tout, là, je suis tellement pas bonne, là, j'ai une mauvaise mémoire. Puis, tu sais, elle est en état de choc aussi, ou ben, on sait pas si elle est en état de choc, là, mais dans le sens que c'est un stress, là, quand tu te fais amener dans une salle d'interrogatoire, je pense que personne aime ça, là. Puis, tu sais, elle va faire d'autres petites erreurs, comme genre dire dans la première version qu'elle avait tel montant d'argent au cambrioleur, puis dans la deuxième version, elle va comme dire un nouveau montant. Ouais. Fait que là, c'est juste des petites affaires de même. Elle va aussi dire, comme dans sa deuxième version, que son père, à un moment donné, tu sais, quand il était tout au rez-de-chaussée, puis elle était attachée au deuxième, là, elle essayait de crier à son père, genre que t'es-tu correct, genre es-tu là, blablabla. Elle va dire ça, mais elle dit que son père l'entendait pas. Fait que là, les policiers, genre le détective, il va se dire exactement à ce moment-là, pour vrai... J'ai un feeling. Genre, j'ai un feeling qu'elle nous dit pas tout ou qu'elle nous ment ou qu'il y a de quoi, là. Fait qu'il va commencer par juste comme laisser Jennifer dans la pièce toute seule. Il va sortir. Lui, il va aller comme parler à ses collègues, les autres détectives, probablement avoir des conseils, tout ça. Puis, ils vont comme aussi observer son comportement dans la salle d'interrogatoire, là. Ouais. Mais tu sais, c'est super louche qu'elle ait dit ça parce que pendant l'appel 911, tu sais, elle s'est un peu piégée elle-même parce que l'appel 911, ils ont accès, les détectives, à l'appel 911. Ben oui. Puis tu l'entends clairement que son père, il l'appelle, puis qu'elle répond pas, tu sais. Ouais. Fait que là, qu'elle dise l'inverse, sont comme, OK, c'est complètement louche. Fait que bref, il la laisse tout seul dans la salle, puis Jennifer, dès qu'elle se retrouve tout seule, on dirait que, tu sais, comme elle pleurait, puis elle essayait de faire pitié ou je sais pas trop, mais là, dès qu'elle est tout seule, elle se met à vraiment paniquer. Genre, elle shake, elle se prend la tête, elle se lève debout, elle fait les 100 pas, elle se cogne un peu la tête contre le mur, puis elle se tient la tête contre le mur. Genre, tu sais, comme, elle a vraiment l'air en panique totale. OK, je peux comprendre. On dirait que, genre, même si elle a quelque chose à voir dans tout ça, bon, c'est ce qui explique ça, mais même si elle a rien à voir, bon, elle pourrait aussi paniquer, là, tu sais, c'est vrai que ce qui arrive, elle comprend rien, là. Ben oui. Puis là, premièrement, dans leur enquête, ils vont essayer de comprendre comme, OK, mettons que c'est pas Jennifer, là, qui pourrait, comme, en vouloir à la famille Pan, genre. Ils essaient de catcher, là. Ils sont comme, tu sais, dans leur entourage, au travail, leurs amis, leurs voisins. Est-ce qu'ils ont des ennemis? Puis, tu sais, tout le monde sont comme, non, c'est un petit couple full relax. Ils ont pas d'ennemis connus. Tu sais, comme rien à signaler. Puis, comme je disais au début de l'épisode, tu sais, c'est pas une famille super riche, là. Ils sont vraiment juste comme bien. Ouais, fait que pourquoi cambrioler eux? Ouais. Les policiers, ils se disent, OK, mettons, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, dans leur cour, il y a comme une Lexus puis une Mercedes, c'était les deux chars des parents. Mais eux, justement, c'était tellement des gens qui voulaient comme
tout mettre l'accent sur le paraître, tu sais, les notes, l'excellence, tout ça. Genre, probablement que ces chars-là, c'est pas genre le char qu'ils auraient peut-être dû avoir, dans le sens qu'ils peuvent peut-être même pas se le permettre tant que ça, mais ils veulent que de l'extérieur, ça paraisse bien. Tu sais, qu'il y ait l'air de gens aisés, tout ça. Ouais. Mais qu'au final, ils sont peut-être serrés, puis ils auraient peut-être dû avoir une Toyota Camry, là, tu sais. Sauf que, ils se disent ça, mais en même temps, tu sais, ils retournent sur la scène du crime, puis genre, les autos, ils ont même pas été forcés, rien, là. Ils ont pas été cambriolés. Tu sais, il y a rien de pris dans la maison. C'est pas à l'envers. Ils sont comme... Sérieux, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens, puis il y a personne comme qui les déteste, là. Ils ont pas d'ennemis connus. Ça marche pas. Fait que c'est louche. Ouais, c'est pas un cambriolage, c'est comme personnel, mais ils ont pas d'ennemis, fait que... C'est ça. C'est curieux. Puis tu sais, comme on disait tantôt... Pas de traces d'infraction. Tu sais, comme la serrure de la porte avant était même pas forcée. Fait que ça se peut là, que la porte était débarrée puis que les voleurs aient juste entré. Mais qui fait ça quand tu vois des lumières dans la maison Ouais. puis qu'il y a du monde? Genre, ton but, si t'es un voleur et que tu veux juste avoir de l'argent, c'est pas de tuer des gens, hein, en tout cas. Ben non, surtout si t'arrives préparé de même avec ta gang, moindrement t'essaies d'arriver quand il y a personne. En tout cas, c'est bizarre. Ouais. Puis je sais pas comme ils ont réussi à avoir combien d'argent, là, parce que toutes les sources, c'est comme ça différait un peu, là. Mais je sais que c'est pas un gros montant d'argent du tout. Fait que prendre le risque d'aller comme... Tu sais, si tu te fais arrêter parce que t'as volé, je sais pas, 500$, là, tu risques vraiment de moins grosse amende que si t'as tué des gens. Ouais. On s'entend-tu que si t'as tué des gens, tu risques de passer ta vie en prison, mais genre un vol de 500$, en tout cas, c'est vraiment cave, là. Bref, l'enquête continue. Puis, à un certain moment dans l'enquête, ils vont recevoir un appel anonyme, genre vraiment pas longtemps après que l'enquête ait commencé, là. Ils vont recevoir un appel anonyme qui dit que l'ex-petit ami de Jennifer, qui s'appelle Daniel Wong, est un trafiquant de drogue. Fait que là, les policiers, ils reçoivent ça comme nouvelle. Ils sont comme, OK, faut-tu s'intéresser à ce jeune homme? Faut-tu le voir en interrogatoire? Tu sais, c'est son ex-petit ami, peut-être qu'il va nous parler un peu plus de Jennifer. Peut-être qu'on va apprendre des nouveaux détails. Ouais. Donc, ils vont l'appeler au poste de police, bref, pour le rencontrer en interrogatoire dès le lendemain de cette information. Daniel Wong, quant à lui, c'est un jeune homme d'origine chinoise de 25 ans. On va apprendre pendant l'interrogatoire que ça faisait 7 ans qu'ils étaient ensemble, puis que ça s'est terminé comme v'là pas si longtemps que ça, là. C'est quand même, tu sais, intéressant d'apprendre ça parce qu'ils ont été ensemble quand même longtemps, fait qu'ils se disent qu'ils ont peut-être plus de chances d'avoir des informations sur elle, tu sais. Daniel, il va expliquer qu'ils se sont laissés en 2009, fait qu'un an avant les événements, parce que à cause des parents de Jennifer. Il va dire, les parents de Jennifer voulaient plus qu'on se voit, ils m'interdisaient de voir leur fille, ça pouvait pas fonctionner, je l'ai laissé, donc on n'est plus ensemble depuis à peu près 1 an, tu sais. Mais 7 ans, quand même, c'est long pour qu'ils se laissent à cause que leurs parents veulent pas, là. Ouais, mais c'est ça, je vais tout t'expliquer tantôt, là, mais... OK. Il dit pas plus de détails que ça. Il dit, pour vrai, j'ai pas tant de nouvelles d'elle. J'ai pas trop de détails à vous donner. Ça reste très bref. Tout ce qu'il dit, à un moment donné, c'est que le détective, il va dire, est-ce que tu penses qu'elle est encore amoureuse de toi? Ça se pourrait-tu? Puis il dit, oui, définitivement. Après ça, l'enquête continue. Ils vont essayer de demander Jennifer une deuxième fois en interrogatoire pour avoir comme une troisième version de l'histoire. Ouais. Ils veulent qu'elle redise sa version encore une fois après quelques jours de passé, tu sais. Elle va se rendre au poste de police, elle va re-raconter toute son histoire. Au début, elle va dire qu'elle est pas capable de le raconter, qu'elle trouve ça trop dur, blablabla. Puis elle va finalement raconter l'histoire à nouveau. Puis encore une fois, il y a plein de nouveaux détails. Puis il y a plein de détails qui manquent. Puis elle se contredit sur des choses qu'elle a dit la dernière fois. Fait que là, ils sont comme, OK, là, il y a de quoi qui se passe, là. Chaque fois qu'elle nous raconte son histoire, ça diffère, ça fonctionne pas. Mais le détective, il va demander à Jennifer, comment t'as fait pour appeler le 911 en étant attachée? Puis là, elle va dire, ben, tu sais, comme, je me tortillais, mettons, puis j'ai réussi à prendre mon téléphone. Ils vont dire, non, mais je veux que tu me le montres.
Fait qu'ils vont la faire lever debout. Elle va se mettre comme dos au détective, dos à lui. Il va mettre comme le téléphone dans sa poche où est-ce qu'elle dit qu'il était, donc dans la poche de gauche, mettons. Puis là, elle va comme faire semblant d'avoir les mains attachées. Elle explique qu'elle avait vraiment, tu sais, les bras ligotés ensemble, puis un seul bras sur la rampe d'escalier. Puis dans la position qu'elle va être, il va lui dire « Ben écoute, montre-moi comment que t'as fait. » Fait que là, tu vois qu'elle est full stressée. Dès qu'il demande ça, elle a comme de la misère à bouger, puis elle sait comme pas trop quoi faire. Tu vois là qu'elle a un doute, là. Elle sait plus qu'est-ce qu'elle fait. Hey, faut que j'aille voir la vidéo. Oh my God. Ouais, faut vraiment que t'ailles voir ça. Puis là, elle va comme réussir à attraper le téléphone, elle va se squeezer un peu sur le côté, puis elle va dire « c'est comme ça que j'ai appelé ». Genre, elle va comme un peu réussir une position quelconque. Fait que là, le policier, le détective, il va dire « OK ». Puis à la distance, tu sais, elle a à peu près son téléphone aux hanches, là, à cause de comment il est attaché. Fait qu'il dit, dans le fond, tu parlais à cette distance-là, à ton téléphone, donc tu devais crier pour qu'elle t'entende. Puis là, elle dit, oui, je devais crier. Puis là, il dit, puis toi, comment tu faisais pour l'entendre, elle? Parce que le téléphone qu'elle avait, le petit flip, genre, je sais pas s'il y avait haut-parleur, là, mais bref, il était comme, comment tu faisais, toi, pour l'entendre? Puis là, tu vois que ça la déstabilise encore plus, genre, elle sait pas quoi répondre, puis elle fait juste dire, ben, j'ai monté le volume au maximum. Puis là, il est comme, OK, merci. Puis là, elle est toute déstabilisée. Genre, elle se rassoit, là, puis c'est fascinant de voir ça. Encore une fois, tu sais, je vous rappelle que ils ont accès à l'appel 911. Puis Jennifer, elle criait 0 là, dans le téléphone. Elle avait une toute petite voix. Elle avait l'air de parler directement à côté du micro. Elle est bien conne. Ouais, puis elle était comme apeurée, mais elle était genre non. Puis elle parlait pas fort. Fait qu'impossible qu'elle ait été aussi loin de son téléphone puis qu'elle ait crié. Ah, elle est tellement stupide. Si tu mens, là, rappelle-toi des mensonges que t'as dit, là, après ça, sinon c'est tellement facile de te faire pogner. Là, Ben voyons. oui. Oh non, vraiment. Encore une fois, une chance que les criminels sont caves. Oui, vraiment. Fait que tu sais, là, détective Slade, il est comme, elle me ment. Ben oui. Genre, c'est terminé. Là, j'ai la conclusion. Voir qu'elle me dit ça. En tout cas. Fait que là, ils vont comme la laisser partir cette fois-là. Ils vont la ramener un autre jour en interrogatoire. Puis il va comme un peu changer son approche. Il va essayer d'être un peu plus genre sympathique avec elle, full empathique, doux. Ils vont essayer de dire comme, garde, j'ai en masse entendu ta version de l'histoire, là, de ce qui est arrivé cette soirée-là. Là, j'aimerais juste ça, peut-être un peu plus creuser dans ton passé, puis juste essayer d'en apprendre un peu plus sur toi. On aimerait ça comprendre comme qu'est-ce qui a pu arriver, genre qui était dans ta vie, qu'est-ce qui... Fait qu'on va juste comme te poser des questions. Fait qu'avec les questions qu'il lui pose, on réussit à en apprendre quand même beaucoup entre la partie, tu sais, que je vous ai laissée tantôt comme début de son secondaire jusqu'à cette fameuse soirée, tu sais. On va apprendre que, justement, elle va dire que son père lui mettait énormément de pression. C'est lui qui l'avait comme obligé à étudier en médecine. Donc, dès son secondaire, il était comme, toi, tu vas faire tes sciences nat, tu vas aller étudier en médecine, tu vas faire ton doctorat, tout ça. Mm-hmm. Elle dit que elle, quand elle était jeune, ce qu'elle rêvait, c'était d'être prof de piano avec des enfants. Elle voulait vraiment pas être médecin. Là, elle va lui parler de sa routine épuisante, tu sais, qu'à chaque fois, au primaire et au secondaire, quand elle revenait de l'école, c'était genre sa pratique de patinage, son cours de piano, ses devoirs et repeat. Elle va aussi y parler que un peu vers le milieu, fin de son secondaire, peut-être secondaire 3-4, elle va commencer à un peu comme se laisser aller. C'est là que ça va commencer à dégénérer. Puis c'est là que j'avais arrêté tantôt, là. Mais elle va comme commencer à un peu moins prendre au sérieux ses études. Elle va comme un peu moins donner d'efforts. Tu sais, elle va comme un peu commencer à choquer des cours. Pas tant se forcer dans ses devoirs, dans ses examens. Elle va comme choquer aussi ses pratiques de patinage, ses cours de piano. Elle va comme vraiment se laisser aller. Puis c'est aussi à ce moment-là qu'elle va comme commencer à se faire un peu plus d'amis à l'école. Elle écrit comme le soir avec eux sur Internet. Elle va aussi se faire éventuellement un petit chum. C'est là qu'arrive le Daniel. C'est là qu'arrive le Daniel. Mm-hmm. Dans le fond, les deux étaient dans le band de l'école. Ils jouaient de la musique ensemble. Elle jouait peut-être justement du piano. Ou non, je pense qu'elle jouait comme de la flûte. Elle jouait beaucoup d'instruments, puis lui, il jouait autre chose. Puis dans le band, Daniel Wong, on dit de lui, en fait, là, que même s'il est pas
le plus beau garçon physiquement. Il avait comme énormément de charisme, puis genre son style de genre musicien, cool, il était hyper drôle, il était super gentil. Il pognait genre vraiment beaucoup avec les filles. Puis Jennifer, elle va genre automatiquement tomber en amour avec lui, là, genre automatiquement. En plus, ce qui vont faire en sorte que ça va fonctionner, leur couple et tout, et qu'ils vont s'aimer autant, c'est qu'ils ont quand même vraiment beaucoup de points en commun, tu sais. Les deux sont full intelligents, ils sont musiciens, les deux ont des parents immigrants asiatiques. Ils peuvent se comprendre un peu justement dans leur dynamique familiale et tout, tu sais. Fait qu'ils vont vraiment bien s'entendre. Sauf que là, déjà, Jennifer, à ce moment-là, elle a pas le droit, elle, d'avoir des amis. Elle a pas le droit d'avoir de chum. Elle a pas le droit de tout ça, là. Fait qu'elle va commencer sa relation en mentant à ses parents par rapport à la relation. Fait que c'est ça qui va se passer. C'est que, oui, ils vont avoir resté longtemps ensemble, mais elle va le cacher à ses parents, genre, le plus longtemps qu'elle peut. Puis juste dire, à ce moment-là, il est un peu plus vieux qu'elle, là, Daniel. Lui, il est comme à l'université, puis elle a fini son secondaire. Mais il y a pas de cégep, là, là-bas, en Ontario. Il passe direct à l'université, mais tu sais, elle est fin secondaire, lui est début université. Puis elle va être complètement, tu sais, obsédée par lui. Elle va tout le temps vouloir être avec lui. Elle va commencer à sécher des cours, justement, pour être avec lui. Il y a comme plus rien d'autre qui compte, mais elle fait tout ça en cachette de ses parents. Puis ses notes, ils vont passer de comme quasiment tout le temps des 100% à genre une moyenne de 70-75. Sauf que l'affaire, c'est que c'est impossible pour elle de dire à ses parents qu'elle a plus des notes autant bonnes. Fait que non seulement elle va mentir sur le fait qu'elle a un chum, mais là, deuxièmement, elle va se mettre à mentir sur ses notes. Elle va se mettre à falsifier des bulletins d'école secondaire pour pouvoir montrer à ses parents ses fausses notes, comme si elle avait encore 100% puis qu'elle excellait partout. C'est quand même rendu gros, là, pour une étudiante au secondaire de, genre, falsifier tes bulletins, là. Ça montre à quel point elle avait peur de ses parents, là. Tu sais, à ce stade-ci, je trouve qu'elle fait pitié, tu sais, quand on sait pas ce qui arrive après, là. Tu sais, je trouve qu'à ce moment-là, c'est vraiment triste pour elle, là. Ouais, non, vraiment, vraiment. Fait que bref, c'est ça qui est sa vie. Puis bref, Daniel, il travaille comme à côté de ses études, il a un petit job dans la restauration, genre il travaille dans un Boston Pizza. Puis Jennifer, elle va comme vouloir faire comme lui parce que elle trouve qu'il est donc cool de genre pouvoir se payer ses propres affaires, pouvoir faire ce qu'il veut avec son argent. Fait qu'elle décide au secondaire de se prendre une petite job étudiante comme serveuse elle aussi. Sauf que ses parents vont être comme 100% contre, là, le fait qu'elle soit serveuse. Eux, ils voient pas ça. Ils sont comme, t'habites chez nous, on te paye ton éducation, t'as pas besoin de travailler, on veut que tu te concentres sur tes études, tu sais. Mais c'est comme le sacrifice qu'ils vont faire, ils vont la laisser, ils vont genre tolérer qu'elle reste serveuse parce que eux ils se disent, ben crime, ça l'affecte vraiment pas ses résultats scolaires, là. Tu sais, elle continue à nous montrer des aussi beaux bulletins en travaillant, ben on va la laisser devenir un peu plus autonome, tu sais. Mais c'est les faux bulletins. Ouais, c'est les faux bulletins. Bref, là, un moment donné, ce qui va se passer, après, les années passent, tu sais, puis sa mère, à un moment donné, elle va surprendre au centre d'achat Jennifer et Daniel en train de s'embrasser. Puis elle, à ce moment-là, elle a aucune idée que sa fille, elle a un chum, là. Aucune idée. Puis sa fille avait dit qu'elle était à la bibliothèque, mais elle va la croiser au centre commercial en train d'embrasser un gars. Fait que là, elle va comme être complètement sous le choc. Elle va, genre, intervenir. Puis après ça, juste entre elle et sa mère, entre Jennifer et sa mère, elle va comme lui expliquer qu'elle est en amour, mais qu'elle voulait pas leur dire, puis que blablabla, blablabla. Puis sa mère, elle se met à un peu comme à comprendre sa fille. Tu sais, elle se dit comme, genre, moi aussi, j'ai déjà été en amour, puis moi aussi, j'ai déjà pas pu avoir de chum. Elle dit, garde, je vais essayer de t'aider. On va organiser un souper avec ton père, on va le présenter à ton père, puis comme si ça passe au conseil, comme ça va pouvoir marcher votre relation. OK. Fait que là, Jennifer, elle invite son petit ami à souper. Le but est que son père l'accepte, mais ça ne va pas se passer comme ça du tout. Ça va vraiment pas bien se passer. Tu sais, Jennifer, elle a dû genre même mentir à son père en décrivant c'est quoi qu'il faisait dans la vie. Comme elle avait inventé qu'il allait à l'université en ingénierie, mais c'était pas ça. Il allait à l'université, mais c'était pas pour être ingénieur, c'était pour autre chose. Comme elle mentait un peu sur lui, puis bref.
Tu vois que, genre, c'était déjà full de pression, là, comme elle mentait sur son petit ami. Puis là, en plus, son père, tu sais, comme il a appris qu'il était serveur, il respectait pas ça, il était comme, tu fais pas assez d'argent pour être le chum à ma fille. Il a aussi appris que il était comme moitié d'origine chinoise, moitié d'origine des Philippines, puis il était pas capable d'accepter que c'était pas un pur. Donc, pour lui, ça passait pas. Fait que le souper va vraiment pas bien se passer, puis ils vont finir par dire à Jennifer comme ça fonctionne pas, on veut pas que ce gars-là soit dans ta vie, c'est pas une bonne fréquentation pour toi. Donc, ils vont interdire à Jennifer de continuer à voir le petit Daniel Wong, excuse-moi. Mais l'affaire, c'est que Jennifer est déjà dans sa petite phase rébellion, là. Elle commence déjà, tu sais, à falsifier des bulletins, elle fait semblant de bien des affaires depuis longtemps. Fait qu'elle est pas en mode je vais être interdit de le voir, là. Elle est juste comme je vais mettre encore plus d'efforts pour le cacher à mes parents, mais je vais pas me séparer, là. Impossible. Genre, elle l'aime trop, aucune chance. Fait qu'elle, dans sa tête, est juste comme on va continuer à se voir en cachette, mais je vais juste être une meilleure menteuse, tu sais. Fait qu'elle se plonge encore plus dans ses mensonges qu'avant. Là, l'affaire qui arrive, et c'est comme un des plus gros comme points tournants de l'histoire, c'est que malheureusement, Jennifer, ses notes vont pas s'améliorer. Ils vont baisser de plus en plus. Elle va couler des cours importants pour avoir son diplôme d'études secondaires et elle va échouer son secondaire 5. Et là là... Mais l'affaire, c'est que elle aurait très bien pu, comme, à ce moment-là, tout avouer à ses parents, puis refaire au pire son année, ou refaire le cours qu'elle a manqué en 6 mois, puis graduer, tu sais. Mais elle, dans sa tête, est comme, impossible que je dise ça à mes parents, je peux pas, je vais trop les décevoir. Donc, elle a inventé, elle a créé un diplôme d'études secondaires. Elle a falsifié un diplôme et elle a falsifié également une lettre d'acceptation à l'université ainsi qu'une bourse de 3 000 $ qui est complètement fausse. Oh my God! OK, rendue mythomane, là. Oui, elle est vraiment rendue mythomane. C'est très loin, là, en tout cas. Elle se crée une autre vie, là. Oui, là, c'est plus sain du tout. C'est sûr que ça doit la ronger de l'intérieur. Ben oui. Mais là, c'est pas le top du top, ça va juste aller de pire en pire. Parce que là, elle est acceptée à l'université. Ses parents sont super fiers d'elle. Là, ils commencent à justement, genre, payer une fausse session d'université. Fait qu'ils donnent l'argent à elle, au final. Fait qu'elle accumule de l'argent. What? Ils vont y payer un nouveau laptop, un nouvel ordinateur. Ils vont tout acheter les manuels qu'elle a besoin, entre gros guillemets. Mais tout ça, c'est pas vrai, là. Puis là, l'affaire, ça a pas de bon sens, ça, j'en revenais pas. Chaque matin, Jennifer va s'habiller et faire assemblant d'aller à l'école à tous les matins. Genre, elle pacte ses livres dans son sac, elle s'habille, elle s'en va à l'université à tous les matins. Puis, à place de, comme, tu sais, vivre sa vie, genre, elle s'empoisonne la vie parce que, dans le fond, toutes ses journées, elle les passait à la bibliothèque de cette école-là, à checker des livres de pharmacologie, parce que dans le fond, elle a fait semblant d'être acceptée en pharmacologie. Puis, elle va juste passer ses journées à lire des livres là-dessus, puis à prendre des fausses notes de cours. Mais au final, elle lit des manuels pareils, elle écrit là-dessus. Genre, elle fait juste se gâcher l'existence. Mais oui, parce que ça sert à rien. Tu sais, assume, refais tes cours, puis après ça, va à l'école pour vrai au lieu de faire semblant. Oui, ça n'a pas de bon sens, là. Genre, elle gâche sa vie. Ouais, ou au pire, je sais pas, travaille, fais de quoi, là, si t'es plus aux études, fais pas semblant d'être aux études, what? Je sais. Genre, ce plan-là, il mène à rien. Non, vraiment pas, là. Ouais, ça ne va guère. Fait qu'elle va vraiment comme montrer là, ses notes de cours à ses parents, ses devoirs, ses si. Elle va tout inventer. Elle va même comme se préparer des petites anecdotes, genre pour quand elle arrive le soir chez eux. Elle va être genre « Hey, aujourd'hui, ma collègue Stéphanie, je sais pas trop, elle a fait telle affaire. » En tout cas, elle va genre être complètement crackpot, là. Tu sais, elle raconte des affaires, elle raconte, là. Puis elle va faire la même affaire à son travail, son petit travail de serveuse. Parce que faut que ça se tienne debout, tu sais, faut que ses collègues ils sachent la même affaire que c'est son entourage, tu sais. Fait qu'elle a complètement une autre vie. La seule personne à qui qu'elle ment pas en ce moment, c'est Daniel. Genre, il sait qu'elle est complètement mythomane. Ouais.
qu'elle a un problème. I guess qu'ils l'aiment de même, qu'ils l'acceptent de même, mais là, tu vois déjà que c'est louche, là, leur affaire, là. Fait que bref, à un moment donné, elle va décider qu'elle a besoin de plus de liberté, puis elle va demander à ses parents si c'est possible qu'elle aille habiter chez une de ses camarades de classe qui habite comme sur le campus de l'université. Elle va lui dire, genre, c'est direct à côté, fait que je pourrais aller à mes cours vraiment plus rapidement. Fait que, qu'en pensez-vous que les soirs de semaine, genre, je dorme là-bas puis je reviens la fin de semaine à la maison, tu sais. Ses parents sont comme, ouais, je vois aucun problème avec ça. Elle va rentrer comme cette fille-là dans le coup. Tu sais, elle va juste dire, écoute, je veux que tu sois dans mon plan parce que dans le fond, je veux habiter chez mon chum, mais je veux pas le dire à mes parents, fait que j'aimerais ça faire semblant que j'habite chez toi. Fait qu'ils vont connaître cette fille-là, là, ils vont penser qu'elle habite là pendant comme vraiment longtemps, là. Je sais pas si je ferais ça pour mon ami, là, genre de m'embarquer dans des gros mensonges de même, là, c'est... Non. Non. C'est messy, là. Je serais pas bien, là. Ben oui. Fait que là, pendant 3 ans, elle va mentir comme ça à ses parents. Elle fait son bac au complet. Ça, là, c'est des milliers de dollars que ses parents y ont payé pour chaque session, là. Oui. Sauf que là, l'affaire, c'est que son bac... il est complété, là. Fait que là, faut qu'elle dise à ses parents qu'elle a réussi son bac, qu'elle a jamais fait. Fait que là, ses parents sont comme, mais là, t'as gradué? Fait que là, elle se crée encore une fois une fausse lettre de graduation pour son bac. Puis là, ses parents sont comme, OK, mais on a tellement hâte d'aller te voir à la cérémonie de remise de diplôme. Sauf que là, elle est genre, mais il y a vraiment pas beaucoup de billets cette année, je sais pas trop, il en restait plus, fait que malheureusement, je vais devoir y aller tout seul, genre, vous pouvez pas venir me voir, puis tout, puis je sais pas comment ce mensonge-là, il a passé, mais il a passé, mais ses parents ont commencé clairement à se douter de quelque chose, là. Ouais. Genre, on peut jamais comme... Tu sais, on peut pas voir ta remise de diplôme de baccalauréat, là. Tu sais, c'est quand même gros, là. Ouais. Pour des parents qui sont autant fiers de leur fille, puis tu sais, c'est sûr qu'ils veulent pas manquer ça, là. Fait qu'ils commencent à trouver ça louche. Et là, tu sais, Jennifer, là, à cette remise de diplôme-là, là, elle s'est toute habillée, elle s'est préparée chez eux, elle est partie. Ses parents, ils ont probablement pris une photo avec elle, toute contente, blablabla. Elle a fait assemblant d'aller à une remise de diplôme, puis elle est revenue, puis elle avait même, genre, elle était juste comme, j'ai pas pu prendre de photos, mais c'était vraiment le fun, en tout cas. Hey, elle doit péter aux frettes à mentir de même. Genre, complètement cray-cray, là. Ouais, elle est enfoncée ben raide dans ses mensonges. Et ce n'est pas fini. Elle va, par la suite, continuer ses études à l'université, ses fausses études, mais elle va, après son bac, s'être trouvé une job, entre gros guillemets. Une fausse job à l'hôpital de Toronto. Ah oui, je me rappelle de ça, ouais. Ouais. Puis là, l'affaire, c'est que, tu sais, ses parents, ils commencent à se douter de plus en plus, comme, c'est louche, genre, je comprends. Tu sais, ils comprennent pas. Son père, il va la porter quasiment tout le temps à l'hôpital de Toronto pour travailler. Puis il commence à trouver ça bizarre qu'elle ait jamais, genre, d'uniforme d'hôpital, qu'elle ait pas, genre, de carte d'accès. Genre, il la checkait des fois rentrer, puis il était comme, elle a pas de carte d'accès pour rentrer dans l'hôpital. C'est un peu bizarre. Puis la grosse affaire. Fait que là, il commence à se poser des questions. Puis là, à un moment donné, Anne, le père de Jennifer, va décider d'appeler la fille chez qui elle est censée rester pour la majorité de sa semaine quand elle est à l'école. Là. Puis il va lui demander comme de parler avec elle parce qu'elle était censée être là cette soirée-là. Fait qu'il appelle sa camarade parce qu'ils la connaissent, ils ont son numéro. Puis là, ils disent « Est-ce que je peux parler à Jennifer? » Puis elle dit « Ben non, elle est pas là. » Puis elle était pas là comme toute la semaine. Fait que là, ses parents sont genre « OK, là, c'est vraiment louche. » Genre là, il se passe de quoi? Donc, ils vont décider de confronter Jennifer. Ouh. À ce moment-là, Jennifer a 22 ans. Puis, ses parents vont la confronter. Ils vont lui dire comme juste des suppositions. Ils vont tous se faire des scénarios en tête, puis ils vont la confronter. Ils vont dire « On sait que tu vois encore Daniel. On sait que t'as pas vraiment eu ton diplôme d'université. » Comme, ils vont dire des affaires de même. Genre, ça se peut-tu que t'aies pas gradué à l'université puis que tu nous montres puis que ce soit pas ta vraie job puis que tu vois encore Daniel pis tout ça. Mais l'affaire, c'est que ses parents, là, sont pas prêts, là. Parce que là, c'est pas juste ça qu'ils vont apprendre, là. Ils vont apprendre que Jennifer, elle a pas gradué du secondaire. Puis que ça fait 3 ans qu'elle fake d'aller à l'université. Puis que ça fait 3 ans qu'elle fake d'habiter, genre, chez une personne focale puis qu'elle voit encore le fameux Daniel, tu sais. Hey, ça a pas de sens.
Oh my God! Pas de maudit bon sens. Mais genre, je comprends pas, elle a pas eu d'après-balle, tu sais, me semble, mais surtout au secondaire, les parents, ils vont voir la collation des grades, la remise des diplômes, le bal, c'est... Mais c'est ça, tu sais, il devait, d'après moi, commencer à se douter de plus en plus. Là, genre, ça pouvait pas durer. Tu sais, de jamais pouvoir... Non, vraiment pas. Je sais pas comment elle pensait, d'ailleurs, que ça allait pouvoir fonctionner, là, mais en tout cas. Bref, à ce moment-là, après cette énorme chicane, là, qui a dû être comme épouvantable. Après cette énorme dispute, j'imagine, le père de Jennifer, donc Anne, va donner un ultimatum à sa fille. Très sérieux. Il va dire, t'as 2 options. Soit tu parles plus jamais à Daniel, tu restes à la maison familiale et tu reprends tes études. Soit tu quittes avec Daniel et tu ne remets plus jamais les pieds dans notre maison et dans notre vie. Point. Genre, t'es renié. C'est terminé. Ouf. Ben, je sais pas ce que j'aurais fait à leur place, mais je comprends un peu le raisonnement. Là. Je comprends les 2 options. Là. Ouais, c'est rough. Genre, c'est juste qu'ils sont tellement comme... Ils sont tellement fait mentir, là. Ils doivent tellement se sentir comme caves, comme parents. Puis trahis, là. Qu'on dirait que... Tu sais, j'aimerais bien ça, être capable de dire que si c'était moi, genre, j'essaierais justement d'y donner de l'amour, puis de dire que j'accepte ses choix, puis que ça me dérange pas, finalement, qu'elle aille avec... Tu sais, pour qu'elle aille un peu... Mais on dirait que non, il est trop tard, là. C'est trop loin, là. 3 ans de te faire mentir à tour de bras, là, c'est tellement irrespectueux, là. Je peux comprendre qu'ils sont genre, on te reconnaît plus. En tout cas... Mais là, c'est ça. Jennifer, tu sais, on s'entend, là, elle a pas avoué ça par elle-même, là. Elle s'est fait confronter. Fait qu'elle est pas prête à faire face à ses parents encore. Elle a encore peur d'eux, là. Fait que dire que, comme, elle va les quitter à tout jamais, elle est pas prête à ça. Fait qu'elle va prendre la décision de rester à la maison, laisser Daniel et de reprendre ses études. Sauf que là, ce qui va se passer, c'est épouvantable. Tu sais, Daniel, il va commencer par dire, genre, pour vrai... J'en ai assez, là. Ça se peut pas qu'après autant longtemps qu'on est ensemble, t'es même pas encore capable d'affronter tes parents, tu sais, qui nous interdisent encore de se voir, toute la patente, genre, j'en peux plus. Fait que Daniel, il va laisser Jennifer, puis il va dire, c'est terminé, pour vrai, ça marche plus, concentre-toi sur tes études, reste avec tes parents, mais genre, vis ta vie, moi, je veux plus rien savoir. Bon, mais il s'aimait encore, tu sais, mais juste comme, c'est fini. C'est triste, mais comme c'est la seule personne sage dans le couple, là, genre, c'est la décision à prendre. Là. À un moment donné, ça sert à rien de continuer à mentir de même. Là. Ça fait juste plus les mettre dans la merde puis les blesser. Sauf que là, ce que ça donne, je comprends full Daniel, mais là, mettons, Jennifer, elle se retrouve comme complètement toute seule. Parce que la seule personne dans sa vie à qui elle pouvait être elle-même puis pas mentir puis tout ça, c'était lui, tu sais. Fait que là, elle se retrouve genre à être chez eux. Elle est comme tout le temps isolée, tu sais, elle voit plus ses amis, elle a plus Daniel, elle est tout le temps rendue avec ses parents. Puis là, ses parents, ils ont plus confiance en elle pantoute, fait qu'ils la checkent comme encore plus, là. Ben oui. Si c'est possible de plus être sévère, là. Déjà qu'il l'était vraiment beaucoup, là. Fait que bref, c'est ça. Ils vont comme vraiment comme surveiller leur fille, là. C'est rendu comme plus possible, là. Tu sais, ils checkent le téléphone à leur fille à chaque soir quand elle revient de l'école pour être sûre qu'elle a pas comme eu des conversations avec d'autres mondes, avec Daniel. Tu sais, ils la watch vraiment, là. Fait qu'elle, elle tombe dans une énorme dépression. Elle est complètement toute seule. Puis là, ça va plus, là. Genre, elle est plus bien du tout, là. Là, je te ramène à l'inspecteur, au détective Slade, là. Ouais, lui, il vient d'apprendre tout ça, là? Oui. Elle raconte tout ça à lui, là. Ouf. Fait que lui, il apprend tout ça et il n'en revient pas à quel point une jeune fille comme elle, de 24 ans à ce moment-là, comment qu'elle fait pour être autant, genre, bonne pour mentir. Genre, c'est vraiment une maladie, là. Elle est mythomane, là. Puis il est complètement choqué de tout ce qu'elle raconte. Il est genre, pour vrai... J'en reviens pas. Ça se peut pas qu'après tout ce qu'elle vient de me dire, elle est pas coupable. Mais non, il est comme on l'a, là. C'est fait, là. On sait, là. On sait pas comment, mais c'est sûr qu'il y a un lien, là. Fait qu'ils vont complètement la confronter. Tu sais, entre-temps, eux, ils ont continué leur enquête. Ils vont pas y dire cette fois-là, mais ils vont la revoir par après. Mais entre-temps, ils ont continué leur enquête. Puis un détail qu'il va pas dire à Jennifer, le détective Slade, c'est que pendant
leurs recherches comme dans la maison puis dans la scène du crime et tout ça, ils vont trouver les cordes en question avec lesquelles Jennifer était attachée, puis ils vont trouver que les cordes y allaient dans un kit de couture de la mère de Jennifer. Dans le fond, il y avait les mêmes cordes dans le kit de couture. Puis le kit, il était pas dans tous ses états, là. Il était super bien fermé, rangé. Mais les cordes, c'était à elle. Fait que là, ça prouve que Jennifer, elle a utilisé les cordes elle-même, tu sais. Mais ils vont pas y dire ça. Ils vont la revoir en salle d'interrogatoire, puis ils vont y dire... Là, Jennifer, on a besoin de savoir. On sait que c'est sûr là, que tu as quelque chose à voir dans le meurtre de ta mère. Ils vont essayer d'avoir une confession. Puis tu sais, ça, là, ça s'est passé vraiment rapidement, là. Parce que l'événement a eu lieu le 8 novembre. Et là, je t'amène au 12 novembre. OK. Donc, 4 jours plus tard, après avoir interrogé Jennifer, genre 4 fois, Daniel Wong, une fois, enquêté dans la maison pendant 4 jours intensifs. Le père de Jennifer, Anne, se réveille du coma. Yeah! Tellement heureusement, mais il va quand même bien. Pas genre en top shape, là, il sort du coma, là, puis il a été gravement blessé. Mais comme il n'y a rien de son cerveau qui a été comme touché, il va mieux. Il est capable de parler. Fait que ça, là, c'est comme... l'affaire qui va pouvoir comme peut-être faire changer les choses. Fait que là, les policiers, en fait, ils vont juste se rendre directement à l'hôpital pour parler au père de Jennifer. Anne va dire, en fait, qu'il se rappelle qu'il y a 2 hommes noirs qui sont rentrés, un homme blanc. Les 3 sont rentrés dans sa maison, genre en ouvrant la porte. Il va dire que lui puis sa femme, ils ont été automatiquement attaqués par les hommes, puis retenus... à terre, là, tu sais, il était agenouillé, puis il pouvait pas bouger. Puis il dit que pendant ce temps-là, Jennifer, elle se promenait dans la maison librement, puis elle parlait aux dudes, genre. Elle parlait aux 3 hommes casual. Anne, il va dire que Jennifer, elle a jamais, comme, été prise, là. Elle faisait juste se promener dans la maison, il l'entendait marcher au 2e, elle parlait avec les hommes. Elle avait l'air de les connaître depuis longtemps. Oh, mon Dieu! Et ça change toute la donne, là. Ça change toute la donne, là. Genre, c'est fini. Ben oui! Là, les gens, tu sais, les inspecteurs, ils savent ça. Là, ils doivent juste le prouver. Quelques jours après avoir eu les aveux de Anne, on est rendu le 22 novembre 2010, 10 jours après, à peu près. Puis là, c'est rendu les funérailles de Bic, donc de la mère. Ils vont laisser passer les funérailles parce que c'est déjà comme bien triste pour la famille, tu sais. Il y a encore Anne qui a perdu son épouse, puis il y a aussi Félix, tu sais, qui a perdu sa mère. Fait qu'ils vont laisser passer les funérailles, puis direct après ça, ils vont ramener Jennifer dans la salle interrogatoire, puis cette fois-ci, ils sont convaincus que c'est elle. Ils sont comme, là, tu vas cracher le morceau, ma fille. Puis ils sont plus gentils du tout, là. Il y a plus d'empathie et de genre, on s'assure que tu vas bien puis que t'as des Kleenex, là. Là, c'est comme... parle. Puis direct quand elle va arriver, elle va dire au détective, qui est un nouveau détective, c'est comme quelqu'un qui est plus spécialisé en fait dans les détecteurs de mensonges et tout ça, là. Puis qui est comme plus capable de déceler le non-verbal puis de trouver la vérité. Fait qu'elle va être avec comme une nouvelle personne. Jennifer, comme elle va lui dire qu'elle est vraiment stressée, qu'elle est plus capable de raconter cette histoire-là, elle va comme essayer une dernière fois de faire pitié, de comme essayer de pleurer, de dire que c'est trop dur pour elle de se rappeler de l'histoire, machin. Elle va aussi comme sortir une nouvelle information qu'on savait pas, qu'elle avait jamais racontée à d'autres détectives. Elle va dire que elle était tellement malheureuse dans sa vie qu'elle avait déjà essayé de se suicider, puis qu'elle se mutilait beaucoup. Tu sais, elle sort des trucs, mais au final, tu sais, ce qu'on va comme un peu savoir après, c'est qu'on sait même pas si c'est vraiment arrivé, là. Tu sais, elle jouait vraiment la carte de genre, je veux faire pitié. Ouais. Elle pleurait même pas pour de vrai, là. Ben, c'est une mythomane. Fait que rendu là, on peut plus croire tout ce qu'elle dit, là. C'est ça. Exact. Malheureusement. Fait qu'ils vont la laisser parler une dernière fois, là, genre, OK, fais pitié 2 secondes. Puis ils vont vite lui dire comme, OK, on n'a plus le temps de niaiser avec toi, mademoiselle. On a parlé à ton père, Anne, qui est sorti de son coma, et sa version est totalement différente de la tienne. Et puis là, sa face, la panique totale. Elle sait là, que genre elle est dans marde. Puis là, tout ce qu'elle trouve à dire, c'est qu'elle dit que
elle a payé 3 hommes 10 000 $ chacun pour qu'ils la kidnappent, elle. Mais qu'ils ont mal compris, puis qu'à cause de ça, finalement, il aurait juste tué ses parents. Elle dit ça au détective. Quoi? Genre, quelle histoire de merde. Genre, t'es déjà assez enfoncé. Pourquoi tu dis de quoi d'autant pas crédible? Genre, ferme ta gueule. T'es encore en train de mentir. Oui, genre, elle est incapable d'arrêter. Puis c'est paniquant de la voir aller, là, parce qu'elle est tellement, comme, à l'aise dans ses mensonges, là. Elle a l'air d'avoir, comme, aucune émotion. Genre, tu vois, là, qu'elle fait semblant de pleurer, elle dit des niaiseries, genre... Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Fait que là, le détective, il est comme, OK, pour vrai, qu'est-ce que tu dis? Il la laisse tout seul, il sort de la pièce. Là, il est comme, man, genre, elle ment encore. Au point où on en est, là, on sait tout, là. Puis elle continue, tu sais. Là, Jennifer, elle va être tout seule dans la pièce, puis là, elle va se recroqueviller sur elle-même. Elle est en petit bonhomme, elle shake, elle pleure, grosse crise. Là, à ce point-ci, les détectives sont genre drama queen. Genre, qu'est-ce que tu calisses? Genre, aucune pitié pour elle du tout. Juste avant que je vous dise comme la conclusion de l'histoire, je vais juste vous ramener au moment que j'ai pas raconté encore, qui est comme entre le moment où Danielle Wong a laissé Jennifer et la soirée fatidique du 8 novembre. Parce qu'au final, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 2 années-là, genre? On sait qu'elle était énormément en dépression, mais comme, comment ça s'est rendu là? Par après, avec toutes le téléphone de Jennifer, toutes les traces, toutes les enquêtes qu'ils vont faire, toutes les relevés téléphoniques d'elle, tout ça, là, bref, ils vont réussir à comprendre que Jennifer avait des contacts pendant ces 2 années-là avec Daniel vraiment souvent. Daniel, il était en couple avec une nouvelle fille. On est capable de comprendre par les messages qu'elle s'appelait Katrina. Il était en couple. Mais malgré le fait qu'il était en couple, il textait vraiment beaucoup avec Jennifer, puis tu sais, clairement, il trompait sa blonde avec elle. Genre, il s'envoyait des sextos, il se retrouvait dans des lieux comme ça, secrets, puis toute la patente, genre, il se voyait en cachette encore pendant les 2 années qu'il était full en dépression. On va aussi apprendre par après que Danielle Wong recevait des téléphones à tous les jours, sans cesse. C'était rendu du harcèlement d'un numéro inconnu, puis il recevait des textos du même numéro complètement harcelants à tous les jours. Ouais, on est même capable de voir un moment donné dans son relevé cellulaire qu'il y a eu genre 102 appels en une journée. Comme il se faisait appeler tout le temps, il se faisait texter tout le temps, des menaces, des insultes, des affaires par rapport à Katrina. Ensuite, Katrina aussi aurait reçu des menaces, des insultes et tout ça. Puis Daniel, il aurait essayé de confronter Jennifer plusieurs fois parce qu'il était comme « je sais que c'est toi, là. » Genre, c'est sûr que tu m'en veux. Mais elle était comme « ben non, voyons donc, genre t'es la seule personne à qui j'ai jamais menti. Je t'aime encore, tu sais, on s'envoie des sextos, on se voit en cachette, genre je t'aime. Pourquoi je te ferais ça, genre en même temps? » Sauf que là, tu sais, plus le temps avançait, plus Daniel, il a pu se rendre compte que les seuls moments qu'il recevait genre pas d'appels puis des textos, c'est quand il était avec elle. Fait que clairement... Elle est tellement poche. En même temps, elle est bonne, mais elle est poche. Genre. Ah ouais. En tout cas. Puis là, il va venir un jour, pas longtemps avant que la situation dégénère, là, la fameuse journée. Jennifer va envoyer un texto à Daniel pour lui dire qu'elle a trouvé le moyen qu'ils vont pouvoir être ensemble pour de bon. Elle a trouvé la méthode. On va avoir accès plus tard à comme tous les textos qu'elle a envoyés à Daniel, là, puis c'est tellement dérangeant, là. Elle va expliquer comment elle veut tuer ses parents, puis que c'est la seule façon qu'elle va être avec Daniel, qu'ils vont redevenir un couple. Elle va comme élaborer son plan de comment elle veut les tuer, genre vraiment en détail. Puis ils vont tous récupérer ces textos-là. Mais de un, pourquoi Daniel, il attend aussi longtemps avant de dire ça, là? Que... Ben... c'est là que je m'en vais là-dessus, c'est que par après, puis je m'en viens à la conclusion après, c'est quasiment terminé, par après, ils vont apprendre que Daniel, il était pas apeuré quand il disait ça, là. Il était dans le coup, là. Il l'aidait, là. Il était genre...
il l'encourageait presque, là. Il était comme, oui, j'ai hâte qu'on puisse être ensemble, blablabla. Ah, je savais pas ça! Oui. C'est Daniel Wong qui va lui donner le contact de quelqu'un qu'il connaît dans son genre de cercle de dealers et de gens weird. Daniel va lui donner un contact, puis il va dire « Envoie-y un message, ils vont pouvoir t'arranger ça. » Oh my God! Tout ce temps, je pensais que Daniel, c'était juste genre... Non. Le pauvre ex mêlé à une histoire de folle, mais il est autant cray-cray, là. What? Genre, c'est pas pour rien qu'il restait avec elle avec tous les mensonges qu'elle faisait, là. Genre, clairement, il était un peu, lui aussi, fucké pour... En tout cas. Mais bref, donc ils vont trouver tout ça. Donc, Jennifer, elle aurait eu justement des conversations avec quelqu'un qui s'appelle Homeboy. C'est comme ça qu'elle l'avait surnommé, ou c'est comme ça qu'on le surnommait, je sais pas trop. Puis, Homeboy lui aurait demandé, justement, 10 000 $ par personne pour qu'il tue ses parents. Puis, voilà, genre, en trouvant tous ces textos-là, avec Homeboy, justement, ils ont finalement, les policiers, réussi à retracer le téléphone de Homeboy. L'homme s'appelle David Milvaganam. Il vient de Montréal. Il a 22 ans. What? Oui, ils le retrouvent complètement, puis ils vont même être capables de retrouver les 2 autres hommes avec qui il était. Donc, on a David Milvaganam, Eric Cardy et Lanford Crawford. Excuse. Lanford Crawford. Quoi? Lanford Crawford. En tout cas, ces 3 hommes-là, et aussi Daniel Wong, parce que là, ils ont des preuves que ce jeune homme a donné le contact. Oui, pourquoi il y a ce contact-là? Aucune idée. Mais tu sais, il était trafiquant de drogue. Ah, c'est vrai, c'est sûrement vrai. qu'il connaissait comme plein de gens qui font plein d'affaires pour du cash, puis je sais pas. Donc, le procès va commencer le 19 mars 2014. 4 ans. Fait que ça veut dire que ça a mis du temps en tabarouette pour qu'ils trouvent les 3 hommes, pour qu'ils trouvent que Daniel, il y a comme quelque chose à voir là-dedans. Toute l'affaire des aveux de Jennifer, des ci, des ça, genre, bref, 4 ans. L'enquête aura été donc super longue, mais finalement, les 5 accusés, donc Jennifer, Daniel et les 3 hommes, vont être accusés et reconnus coupables de meurtre. Et les 5 vont être envoyés en prison à perpétuité, sans possibilité de libération avant 25 ans. Les 5? Les 5. Même Daniel? Même Daniel. Oh, j'aurais cru, je sais pas, que lui, il aurait eu juste genre complot ou... Non, les 5 ont comme... Je sais pas comment le procès, tout s'est déroulé, là, mais... les 5 ont comme été mis dans le même bateau, comme quoi ils ont tous préparé ça ensemble, puis que Jennifer, autant que Daniel, qui a été là dans les textos, dans les idées, que les hommes qui l'ont fait, tu sais. Ben, tant mieux. Ouais, ce qui est une très bonne chose. Ouais. Et puis voilà, le père de Jennifer, Anne, et Félix, son frère, ils vont porter plainte contre Jennifer. Dans le fond, ils vont avoir un restraining order que même genre de la prison, même si elle sort un jour, elle a plus jamais le droit de s'approcher d'eux. Jamais. Ben, je comprends. Ils vont jamais aller la voir en prison. Ils vont dire, tu sais, leur fille, il la renie, c'est fini, là, elle est complètement folle. Ils demandent un restraining order. Non, mais t'as beau être des parents stricts, là, genre, jamais tu mérites ça, là. C'est tellement triste que ta propre fille tue ta femme. Non, ouais. Ça n'a pas de bon sens, là. Puis Jennifer, elle a été rencontrée après par des psychiatres, plusieurs psychiatres. Il y a même comme j'aurais aimé ça avoir comme plus d'infos, mais il y a même comme des études en psychiatrie qui vont analyser le cas de Jennifer Pan dans leur étude, parce que c'est complètement fou comment elle a pu comme inventer des émotions alors qu'elle n'en avait aucune. Tu sais, elle était super froide. Comment qu'elle a pu se rendre là? Elle va être déclarée, justement, mythomane. Ils vont dire qu'elle a un énorme trouble narcissique. Ils vont être capables de voir que... Ben, c'est ce qu'ils pensent, là, puis tu sais, on peut pas en être 100% sûr, mais ils vont dire qu'ils sont pas mal certains que, tu sais, la mutilation et les tentatives de suicide
ils ont jamais existé, que c'était simplement genre pour déranger, manipuler, tout le kit. Puis ils vont même déclarer en fait que c'est une sociopathe. Fait que... Ouais, ben j'osais pas le dire, là, mais je pensais à ça, là. J'étais comme faire semblant d'avoir des émotions, puis mentir autant, là, c'est creepy, là. Ouais. C'est vraiment creepy. Elle s'est tellement enfoncée comme longtemps dans ses mensonges, là. Tu sais, comme encore à ce jour, elle a montré comme aucun remords. Elle a jamais dit, genre, qu'elle regrettait d'avoir tué sa mère ou quoi que ce soit. Ouais. Comme... Mais c'est tellement bizarre parce que si elle s'en foutait autant là, de ses parents, ils lui ont offert une porte de sortie, là. Ils lui ont dit OK, pars avec ton boy, mais reviens plus nous voir. Elle aurait tellement pu juste les renier. Tu sais, si elle est capable de les tuer, pourquoi elle n'est pas capable de les renier? C'est tellement bizarre. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Fait que c'est ce qui complète mon histoire. Je connaissais l'histoire, mais c'était genre un des premiers True Crime, épisodes True Crime que j'avais écouté, fait que ça faisait vraiment longtemps. Mais j'avais comme capoté sur cette histoire-là, fait que merci de me l'avoir comme... d'avoir rafraîchi ma mémoire sur le sujet. Ça fait plaisir. Ça me fait penser un peu à Brittany, là, du meurtre du Lululemon, là. Ah oui. Comment quelqu'un de bien normal peut être complètement cray-cray puis inventer toute une histoire, genre, pour aucune raison, là. Ah non, c'est paniquant. Ça me fait tellement peur, là. Genre, elle avait l'air de complètement rien, là. Tu sais, je veux dire. Oui, puis elle a l'air tellement jeune, tu sais, elle a pas l'air de 24 ans, elle est toute petite, toute mini, là, on dirait un enfant. Oui. Une petite fille sage, là. Mais voilà! Oui, merci comme toujours d'être autant des bons petits cornets qui nous écoutent chaque semaine, qui nous écrivent, qui prennent le soin de liker, commenter nos publications. Merci vraiment. Pour vrai, si c'est pas déjà fait et vous nous écoutez sur Spotify ou Apple Balado, oubliez pas de vous abonner à notre émission et de donner une note 5 étoiles. Puis vous pouvez même aussi dans les paramètres, les 3 petits points, je pense, activer le download automatique, le téléchargement automatique. Puis c'est ça qui aide nos stats, c'est les downloads. Fait que si vous pouvez prendre une petite seconde et quart pour faire ça pour nous, déjà que vous êtes des fans formidables, ça, là, ça serait encore plus merveilleux. Vraiment, tu as tout très bien dit. On vous aime vraiment, vraiment beaucoup. Oui, full. On gosse, là, on le dit tout le temps, mais c'est vrai, là. C'est vrai qu'on vous aime. Oui. Mais c'est parce que, tu sais, on passe des semaines à, comme, regarder vos messages, vos commentaires. Tu sais, on commence à reconnaître aussi des profils qui nous parlent souvent. Fait que quand on enregistre, c'est un peu notre seule façon de le crier de vive voix à quel point on vous aime. Parce que on voudrait bien l'écrire à tout le monde d'entre vous, mais... Je pense que ça va prendre un bon bout avant qu'on en revienne. Alors voilà! Oui, je peux juste vous faire un petit teaser pour la semaine prochaine. C'est vrai! Mon histoire parle de scrapbooking. Ben, il y a un lien avec le scrapbooking. J'en dis pas plus. God. C'est genre la dernière affaire qui était peurante au monde, le scrapbooking. Et c'est ça le pire. OK! J'espère que vous êtes prêts. Fait que sur ce, passez une belle fin de journée ou soirée ou peu importe le moment que vous nous écoutez. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bye! Oui, bye!